Au sommaire de ce 13h de la télévision du Burkina, le sommet d'Accra sur la crise malienne a accouché d'une souris hier. Aucun accord entre les chefs d'État de la CEDEAO et la junte au pouvoir. La CEDEAO veut un président et un premier ministre, tous des civils, pour la conduite de la transition, ce qui n'est pas du goût du colonel Assimi Goïta et ses hommes. Le Mali, sous CNSP, reste pour l'heure isolé de l'organisation régionale. Explication en début de journal. Et puis ce 16 septembre, date anniversaire du coup d'État de 2015 au Burkina, les parents des victimes mènent une opération de nettoyage du cimetière municipal suivi d'un dépôt de gerbes de fleurs ce matin. À l'international, l'OMS se donne 2 ans pour vaincre la maladie à coronavirus. Pour l'heure, la maladie est toujours d'actualité et le nombre de cas positifs au Covid-19 est d'environ 30 millions. Voilà qui fait la une de ce mercredi, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Les chefs d'État de la CEDEAO restent inflexibles face à la junte malienne. Ils étaient autour de la même table hier à Accra au Ghana. La CEDEAO rejette en effet la charte de la transition proposée par le Comité national du salut du peuple malien et maintient ses sanctions contre le Mali. Ismaël Diloma Sirma de retour d'Accra. Compte rendu. La CEDEAO maintient sa position pour qu'un civil dirige la transition au Mali. À Accra, les chefs d'État l'ont signifié au président du Comité national pour le salut du peuple. Ils ont aussi décliné à Assimi Goïta, président du CNSP, l'idée que le Premier ministre soit un civil. Les chefs d'État de la CEDEAO acceptent par contre que le poste de vice-président soit occupé par un militaire. La vice-présidence n'a pas été vraiment une question de fond qui a été débattue, mais nous estimons que si effectivement au niveau du CNSP, la vice-présidence devrait être occupée par eux, ils pourraient l'occuper, mais uniquement pour des questions de défense et de sécurité. Deuxièmement, ce vice-président ne pourra pas remplacer le président en cas de vacances. Ça c'est clair et net à notre niveau. Et pour lever toute ambiguïté, le président du Faso a rencontré en privé les responsables du Conseil national du salut du peuple. Avec eux, il a été question de la suite des négociations qui seront faites sous la houlette de l'ancien président nigérian Jonathan Goodluck. Le président du Faso a également clarifié au CNSP les fondamentaux d'une transition civile. Une fois que les structures, je dirais, la transition sera mise en place, le président, le premier ministre, le gouvernement, il va de soi que le Conseil national de salut du peuple sera dissous de fait, puisque ce sera la transition qui sera déjà mise en place dans les objectifs qui sont prévus sur la feuille de route. Quant aux questions liées aux sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Mali, leur levée reste conditionnée. Dès que le président, le premier ministre sont mis en place pour que le gouvernement soit installé, toutes les sanctions sont levées de façon systématique. Pour ce qui concerne la durée de la transition, la CEDEAO souhaite qu'elle ne dépasse pas 18 mois. Hier, 15 septembre, journée internationale de la démocratie. Au Burkina, le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, invite les acteurs à la réflexion sur les enjeux et défis des élections de novembre prochain. Inclusion et transparence, sujet à débat au cours du panel suivi par nos reporters Asmane Zundi et Fousseni Kindo. La tenue des élections de novembre prochain au Burkina Faso passait au crible de la réflexion citoyenne. Le Centre pour la gouvernance démocratique CGD a convié un public hétéroclite, en majorité des jeunes, pour des discussions autour des élections en contexte de crise, comment relever les défis de l'inclusion et de la transparence. Autour de la table de débat, 3 panélistes. Le député Ouseni Tamboura, le professeur Augustin Loada, président du MPS, le mouvement patriotique pour le salut et un ancien chercheur, Djibrina Ouedraogo. Pour les 2 politiques, le professeur Loada et le député Tamboura, les élections doivent se tenir à bonne date pour satisfaire aux exigences de la démocratie au Burkina Faso, même s'il est vrai que l'opération d'enrôlement biométrique n'a pas pu couvrir tout le territoire. Il recommande en outre un plan de sécurisation du scrutin, l'inclusion et la transparence. Si ces élections ont des enjeux sécuritaires, les tenir constitue un défi démocratique et c'est le Burkina Faso qui triomphe.
J'ai invité les partis politiques sur la base des constats que nous avons faits à ce que les uns et les autres s'engagent à ce qu'on appelle à s'abstenir de déstabiliser le processus électoral pour créer des crises pré- ou post-électorales. Et justement, le professeur Djibril Ouedraogo, l'autre panéliste, s'est beaucoup appesanti sur la responsabilité des acteurs, notamment la CENI, le Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de la communication, les partis politiques, les organisations de la société civile pour garantir des élections apaisées, inclusives et transparentes. Les débats se sont focalisés après sur les différents aspects comme le parrainage des candidats, comment éviter une crise post-électorale ou encore la légitimité des autorités issues des élections. À toutes ces préoccupations, les panélistes ont su donner des réponses satisfaisantes. Aujourd'hui 16 septembre, une date fatidique, au souvenir indélébile pour le Burkina. Coup d'État ou putsch, il y a eu des morts dans nos rangs le 16 septembre 2015. 5 ans se sont écoulés pour ce triste anniversaire. L'association des parents des victimes mène une opération de nettoyage du cimetière municipal et un dépôt de gerbes de fleurs en leur mémoire. Le point en image avec Nongba Kouda et Sekou Zongo. Au cimetière municipal de Gounguin ce matin, les parents des victimes du coup d'État du 16 septembre 2015 se souviennent de leurs chers disparus. Un souvenir douloureux, mais ils leur rendent hommage à travers cette action de salubrité autour de leur dernière demeure. Le gouvernement a décidé qu'on commémore les deux événements le 31 octobre de manière officielle. Voilà. Mais nous, on s'est dit que le 16 septembre ne peut pas passer sous silence. C'est pour cela qu'on est là. Donc chaque année, à cette période-là, nous pensons à eux, nous nous rappelons d'eux. Les parents des victimes de ce coup de force attendent toujours que la lumière jaillisse et que les responsabilités soient définitivement situées. C'est vrai que le procès en lui-même, on a dit qu'il y aurait la vérité. Moi, je parle de manière personnelle. Est-ce qu'on a eu toute la vérité? Ça, je ne sais pas. Mais je ne le pense pas. Parce que vous avez vu que tout le monde s'est laissé la faute. C'est pas moi qui ai fait, c'est l'autre qui a fait, etc. Bon. Donc finalement, on est mi-satisfait en fait. Cette fille, qui a maintenant 5 ans, est aussi une victime du coup d'État du 16 septembre 2015. On se souvient du bébé qui avait reçu une balle étant dans le ventre de sa mère. Elle commémore ainsi à sa manière cette journée restée dans l'histoire du Burkina. Une commémoration marquée également par un dépôt symbolique de gerbes de fleurs. Pour ce 16 septembre, un rappel des faits s'impose. Il y a de cela 5 ans, à pareille heure, la nouvelle sur la prise en otage du président Michel Kafando et des membres du gouvernement de la transition courait les rues. La rue elle-même a essuyé des tirs à balles réelles. 16 septembre 2015, une journée noire au Faso, au Lopoda, nous rappelle ce douloureux épisode. Commentaire. 16 septembre 2015, l'hebdomadaire Conseil des ministres de ce mercredi vient d'être interrompu au palais de Kosiam. C'est un coup d'arrêt à la transition menée par le président Michel Kafando après la chute de Blaise Compaoré. Alors que le pays se prépare à des scrutins présidentiels et législatifs le 11 octobre, la mauvaise nouvelle se répand dans les rues de Ouagadougou. À la manœuvre, une fois de plus, le régiment de sécurité présidentielle. Une partie de l'exécutif, dont le président de la transition, Michel Kafando, son premier ministre Isaac Zida et 2 de ses ministres sont séquestrés au palais. C'est le suspense et l'incertitude jusqu'à ce 17 septembre. Le coup d'État est consommé. Le président de la transition est démis de ses fonctions. Deuxièmement, le gouvernement de transition est dissous. Troisièmement, le Conseil national de transition est dissous. Quatrièmement, une large concertation est engagée pour former un gouvernement. Le Burkina Faso est entre les mains des putschistes du RSP. Le général Gilbert Diendéré vient de prendre le pouvoir par la force. Les putschistes mettent en place le Conseil national pour la démocratie, décrètent un couvre-feu de 19h à 6h du matin et ordonnent la fermeture des frontières terrestres et aériennes jusqu'à nouvel ordre. Passé des moments de stupeur et d'incertitude, la résistance s'organise. Des centaines de personnes envahissent les rues de la capitale et des autres grandes villes à l'appel de la société civile pour faire échec au coup d'État.
La tension monte, des barricades sont dressées, les patrouilles du RSP sont harcelées par des manifestants prêts à tout pour remettre la transition en selle. Course-poursuite, bastonnade, destruction des biens publics et privés, tirs à balles réelles, le Burkina Faso est au bord du chaos. Pendant ce temps, la communauté internationale se mobilise et la diplomatie se met en branle. Deux négociateurs rencontrent le président du CND. Le premier, Macky Sall, le président sénégalais, est là en tant que président de la CEDEAO. Le second, Yahi Boni, le président béninois et médiateur de l'organisation ouest-africaine. Leur mission, parvenir à une sortie de crise. Nous sommes le 18 septembre 2015. Les émissaires de l'organisation sous-régionale parviennent à rétablir le dialogue après des négociations avec le président de la transition, le général Gilbert Diendéré, les soldats du régiment à l'origine du putsch, les acteurs politiques et les organisations de la société civile. À la sortie des négociations, Yahi Boni, médiateur de la CEDEAO, affirme le 19 septembre 2015 qu'une sortie de crise est en vue. Des propos qui ne vont pas rassurer bon nombre de Burkinabés qui redoutent une solution qui consacrerait la prise de pouvoir du général putschiste. Dès lors, la colère de la rue s'intensifie et la lutte se durcit. Les syndicalistes entrent dans le jeu. La Confédération générale des travailleurs du Burkina décrète une grève illimitée. L'unité d'action syndicale lance dès demain un mot d'ordre de grève générale sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre. Au regard de la gravité de la situation, les officiers des différentes garnisons du pays décident de prendre leurs responsabilités et d'affronter le RSP. C'est ainsi que le 21 septembre, la majorité des unités militaires de l'intérieur du pays convergent vers la capitale. L'affrontement entre l'armée dite régulière et les putschistes paraît inévitable. La médiation s'accentue et le Morona Babango est sollicité pour recevoir les deux camps. Un accord est trouvé, le général putschiste et ses hommes déposent les armes, la transition reprend son cours pour conduire le pays vers des élections. Depuis ma prise de fonction, je n'ai eu de cesse de privilégier le dialogue entre toutes les forces vives de la nation, afin de préserver la paix sociale et en vue d'aller aux élections qui demeurent l'objectif primordial de la transition. Je déplore dans un premier temps les différentes victimes. Il y a eu des victimes, il y a eu des blessés. Ça, c'est mon très grand regret. Il y a eu des dégâts matériels. C'est un très grand regret pour moi. Je crois que nous avons tiré les leçons. Bilan de cet épisode douloureux, 14 morts, des dizaines de blessés et de nombreux dégâts. C'était là une autre parenthèse sombre de notre histoire commune. Suite de ce journal, les officiers militaires spécialisés, vous les verrez tout à l'heure en image, médecins, ingénieurs, gestionnaires des ressources humaines, entre autres, 11 au total. Ils ont été formés 9 mois durant l'académie militaire Georges Namono de Pau. Jugés aptes, ils ont reçu les épaulettes hier ici à Ouagadougou. Cérémonial de sortie de promotion avec Issa Kafando et Oumar Zombré. Ces officiers sont déclarés dignes du galon de sous-lieutenant par le chef d'état-major général des armées. Ils reçoivent ainsi leurs épaulettes pour les savoirs acquis au cours de leur formation. Pour le général Moïse Minungou, ces officiers ont acquis des rudiments nécessaires pour tenir leurs emplois au sein des forces armées nationales. Ils ont désormais des connaissances générales sur le groupe d'infanterie, les engins explosifs improvisés, le calcul des coordonnées sur carte, le tir et l'emploi des armes. Et en intégrant les forces armées nationales dans un contexte de menaces de toutes sortes, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants dit attendre beaucoup de cette 10e promotion. Immédiatement, ils seront sur le terrain et immédiatement, ils seront opérationnels. Donc nous sommes certains, en tout cas au regard de la formation qu'ils ont subie à l'académie,
Et ce sera une bonne cuvée parce que jusque-là, cette académie, en tout cas, les officiers qu'elle produit, aussi bien au plan national qu'international, sont des officiers de renommée. Pour le parrain, lui-même médecin militaire, ces nouveaux officiers spécialistes sont une bouffée d'oxygène pour l'armée. Je suis fier d'être le parrain de la 10e promotion. La graine a poussé, il faut que ça continue et je crois qu'on en a besoin. Le ministère d'État vient de le souligner, c'est suffisamment éloquent et on ne peut que leur souhaiter une très belle carrière. La cérémonie de sortie de promotion a pris fin par un défilé militaire. Ces officiers spécialistes sont constitués de médecins, d'ingénieurs dans divers domaines et de gestionnaires des ressources humaines. Autre point de l'actualité, la nouvelle facturation de l'Office national de l'eau et de l'assainissement fait des mécontents, des manquements que l'ONU a dit travailler à corriger. Et c'est dans cette dynamique que le service de communication de la nationale de l'eau a convié les journalistes hier pour mieux s'expliquer. Ali Doubadini, Mariama Tamboura. Les plaintes des clients de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA sur les réseaux sociaux au menu de cette conférence de presse. La facturation pas comprise des usagers et le nombre de factures reçues constituent les points décriés sur les réseaux sociaux. Et à travers ce rendez-vous, l'ONEA donne ses explications. Au moment où la pandémie s'est déclarée et qu'il y a des décisions qui ont été prises pour accompagner la population, il était question de supporter les clients en termes de paiement de factures. Dans le mois d'avril, où on devrait commencer l'application de la mesure, il se trouvait que c'était les factures du mois de février qui étaient dans le portefeuille des clients pour paiement. Il va sans dire que c'est sur ces factures que la gratuité a été appliquée. Le montant de la gratuité est basé sur les 8 mètres cubes de consommation du client. Ça veut dire quoi? Au-delà des 8 mètres cubes, vous supportez le reste. Ces incompréhensions, selon les responsables de la nationale de l'eau, s'expliquent par le fait que les abonnés ne se font pas une bonne lecture des éléments de facturation. La facture se présente de 2 à 2 niveaux. Il y a la facture qui est présentée ici et il y a le talon détachable que vous voyez là. Le talon détachable ne permet que d'avoir un récapitulatif du portefeuille du client. Pour dire s'il avait des factures antérieures, ça va apparaître sur ce récapitulatif. Parce qu'au moment de l'impression de cette facture, il peut arriver que le client n'ait pas encore payé ses factures. L'ONEA rassure sa clientèle, des mesures sont déjà prises pour la correction des factures en tenant compte des difficultés qui se sont présentées. Attention, n'obstruez plus les couloirs de ligne électrique de la Sonabel. Question d'éviter tout désagrément. La nationale de l'électricité entame depuis hier une série de campagnes de sensibilisation des populations sur les dangers liés à l'occupation des espaces réservés à la Sonabel. Urbain Benito Somé, Boukari Kinda et Amadou Marcelto. Des électrocutions, des incendies de tout genre, voilà entre autres les conséquences liées à l'occupation anarchique de couloirs de lignes électriques de la Sonabel. D'où cette campagne de sensibilisation initiée par la nationale de l'électricité pour mieux protéger et attirer l'attention des populations des arrondissements 3, 7 et 8 de Ouagadougou sur la question. L'occupation anarchique donc, des couloirs, des lignes haute tension et moyenne tension constitue un véritable danger pour la population. Alors, il y a des recommandations qui ont été faites donc, par les techniciens qui est que pour les lignes de haute tension, qu'il y ait quand même le respect d'une distance de part et d'autre de 25 mètres et pour les moyennes tensions à peu près 15 mètres. Alors, donc, le message aujourd'hui, c'est donc de demander à la population de respecter scrupuleusement ces recommandations-là. Cette démarche qui se veut participative par le Théâtre Forum se veut par ailleurs interpellatrice, car les fautifs seront sanctionnés conformément à la loi, à en croire le directeur général de la Sonabel. Il faudra tôt ou tard que ceux qui ne sont pas vraiment prudents face à la dureté de la loi, parce que vous avez vu ici les arrondissements
les communes étaient représentées, les maires sont là, les autorités coutumières sont là. C'est un travail de tous. Après ces 3 localités pilotes, la série de campagnes de sensibilisation sur l'occupation anarchique de couloirs de ligne électrique de la Sonabel va s'étendre aux autres communes de Ouagadougou, a laissé entendre le premier responsable de la Sonabel. Fin de mission pour Tanguy, le directeur du bureau de l'AFD, l'Agence française de développement. Une vingtaine de projets et programmes de développement pour près de 350 milliards de francs CFA injectés au Burkina depuis son arrivée en 2016. Hier, il a été fait chevalier de l'ordre de l'étalon. Cérémonie de décoration en image avec Bernard Kombelem et Olopoda. Cette médaille de chevalier de l'ordre de l'étalon est le couronnement d'une mission bien accomplie pour Tanguy Deniel à la tête de la direction de l'Agence française de développement au Burkina Faso. Pour le ministre Lassane Kaboré, au cours des 4 années passées au pays des hommes intègres, le diplomate français s'est illustré par son dynamisme et sa contribution exemplaire aux efforts de développement du Burkina Faso. Cette reconnaissance de la nation burkinabé pour le récipiendaire est un grand honneur qu'il dit prendre avec beaucoup d'humilité. Ce que je souhaite, c'est surtout la dédier à tous mes collaborateurs qui, parce que sans eux, je n'aurais pu évidemment pas accomplir ce que j'ai fait au cours de ces 4 ans. Évidemment, le monde n'a pas imaginé la Covid et nous n'avions pas imaginé non plus l'insécurité, les défis humanitaires. Et pourtant, malgré tout, je retiens aussi la résilience des Burkinabés face à ces nombreuses difficultés, le fait qu'on ne baisse pas les bras et qu'on essaie de trouver des solutions ensemble. L'appui et l'engagement personnel du directeur sortant ont, selon le ministre Lassane Kaboré, permis le dénouement de plusieurs dossiers en faveur du Burkina Faso. Et depuis 2016, l'intensification de la coopération entre le Burkina Faso et la France ont permis aux 2 parties de convenir de la mise en œuvre de plus d'une vingtaine de projets et programmes de développement pour un volume financier d'environ 350 milliards de francs CFA. Cette année, les 3 premiers mois, nous sommes à plus de 8 projets et programmes que nous avons signés pour un montant de 77 milliards. Et tout dernièrement, rien qu'il y a quelques jours, l'AFD a intervenu dans le volet des filets sociaux, ce qui n'était pas d'abord dans son rayon d'action initial. Vous voyez, le DG de la Caisse de dépôt et consignation est là. L'AFD a été le partenaire stratégique qui nous a permis de travailler sur la création de cette caisse de dépôt et consignation. Partenaire depuis 1960, l'AFD soutient les programmes de développement du Burkina Faso dans les secteurs structurants pour l'économie et la société, notamment les secteurs de l'éducation, l'agriculture, l'eau, l'assainissement et le développement urbain. Dans l'actualité internationale, environ 30 millions de personnes affectées par la maladie à coronavirus. La maladie est toujours d'actualité et l'OMS a son plan pour vaincre le mal en 2 ans. Suivons. Un plan en 5 étapes pour vivre avec le Covid ces 6 prochains mois en Irlande. Il comprend la réouverture progressive tant attendue des pubs. Mais à Dublin, les règles seront plus strictes. Les cas confirmés de coronavirus y ont décuplé au cours des 2 derniers mois. L'ensemble du gouvernement a par ailleurs été placé en quarantaine. On craignait que le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, n'ait le Covid-19, mais il a été depuis testé négatif. Au Royaume-Uni, le programme de tests de dépistage Covid est décrit comme en train de s'effondrer. Avec l'augmentation de la demande, des rapports font état de personnes qui n'arrivent pas à se faire tester et les responsables des hôpitaux préviennent que les retards dans le système mettent en péril les services de santé. Le secrétaire d'État à la santé a dû monter au créneau pour défendre son département. La grande majorité des personnes qui utilisent notre service de test obtiennent une possibilité proche de chez eux. La distance moyenne parcourue jusqu'à un site de test n'est plus que de 9 km par rapport à 11 la semaine dernière. Et tout le monde sait ici que nous travaillons dur pour résoudre ces défis. L'OMS parle désormais d'un horizon de 2 ans pour en finir au niveau mondial avec cette pandémie. La question de l'ouverture ou non des écoles reste en tout cas centrale dans la gestion de la maladie.
Plus les écoles restent fermées longtemps, plus les conséquences sont néfastes, en particulier pour les enfants issus de milieux plus défavorisés qui, en plus d'apprendre, dépendent de l'école pour la santé, la sécurité et parfois la nutrition. En Suède, la restriction qui portait sur les visites en maison de retraite a pris fin. Le pays a été largement critiqué, notamment par ses voisins, pour n'avoir pas confiné sa population. Pourtant, la Suède n'a pas connu de résurgence de la maladie et enregistre son nombre de nouveaux cas quotidiens le plus bas depuis mars. Revue de presse pour refermer cette édition en Côte d'Ivoire. L'invalidation des candidatures de Laurent Koudou Gbagbo et Guillaume Soro fait l'objet de commentaires dans la presse burkinabé. Pendant ce temps, la junte au pouvoir au Mali est toujours en quête de consensus pour mettre sur pied sa charte de transition. Revue de presse signée Vincent Kendrebogo. Pour aujourd'hui au Faso, c'est l'échec forfaitaire et Mali à volo. À l'examen de passage devant la CEDEAO, Goïta et sa délégation a reçu un non cinglant, non à 18 mois de transition au lieu de 12, non à un président de transition qui pourrait être un militaire, et non à un vice-président de la transition qui pourrait être le tenant réel du pouvoir. La CEDEAO campée sur sa position, que fera à présent la junte militaire qui a évincé Ibeka, désormais exilé émirati, à travers un coup d'État censé mettre un terme à la crise politique au Mali. Le doute commence à s'installer. Quoi donc pour sauver le Mali? Et au moment où son avis aurait pu être précieux pour le CNSP, le général Moussa Traoré, ancien chef de l'État malien, rend l'âme, commente l'observateur Palga. Et c'est comme si le vieux ne supportait plus de voir son pays s'enliser politiquement. Bref, Assimi Goïta à Accra n'a pas pu convaincre du bien fondé de la charte de la transition issue des concertations des forces vives maliennes. La CEDEAO ayant dit net à une transition de plus de 12 mois et à un président et un premier ministre en treillis. La soldatesque malienne va-t-elle alors retourner dans la caserne, la tête basse et la queue entre les jambes, ou prendra-t-elle le risque de braver la CEDEAO qui maintient sa pression? Question posée par l'Obs. En Côte d'Ivoire, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Guillaume Soro sera-t-il repêché? Se demande Sidoya. Sur 44 prétendants à la présidence ivoirienne, seulement 4 sont autorisés à compétir sans des candidats emblématiques à l'image de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Un président sortant nommé Alassane Ouattara, un ancien président Harry Bédié, un ancien premier ministre Afi N'Guessan et un député Kouadio Konan Bertin. Voilà la short list des heureux élus du Conseil constitutionnel ivoirien. Pendant que les partisans de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro fulminent de colère et de contestation suite au rejet de leurs candidats, la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple demande aux autorités ivoiriennes de reconsidérer la candidature de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Les tensions étaient déjà palpables depuis l'annonce d'un troisième mandat pour Ouattara, note le pays, exacerbé par l'invalidation des candidatures de Soro et de Gbagbo. Faut-il prendre les menaces des recalés au sérieux, les considérer comme une simple tempête dans un verre d'eau? C'est oublier que Guillaume Soro est un activiste des mouvements estudiantins, doublé d'un statut d'ancien chef rebelle. C'est vrai que lui, comme Gbagbo, ne sont plus en Côte d'Ivoire, mais il ne manque pas d'artisans sur place pour faire le sale boulot. À leur place, prévient le journal Le Pays. Point final pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 19h avec Issa Kanana. À bientôt.